Bien, merci, merci à chacune d'entre vous d'être là. Merci aux élus d'être présents, notre maire adjointe en charge des affaires sociales. Hélène, merci d'être là. Merci à Nadia d'être là, qui est à côté d'Hélène également dans le secteur social. Merci à Jean-Marc Breton, qui est notre élu délégué à la santé et qui veille à ce que Saint-Maur demeure une ville où on trouve docteur encore, je ne vais pas dire pléthore, mais en tout cas on trouve encore à se soigner, même si on peut se heurter à quelques difficultés. Pour autant, merci d'être là. Merci à Florentine Raffard, qui est notre élue déléguée à l'égalité femmes-hommes, qui s'occupe entre autres choses d'Octobre Rose, mais également de toutes les luttes contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. Donc merci beaucoup Florentine d'être là. Je salue également le professeur Soucy, qui prend des notes. Merci professeur, qui organise ces conférences santé à un rythme de 4 ou 5 par an, selon l'actualité. Donc merci d'être là. Merci docteur de venir à l'occasion d'Octobre Rose. Enfin en France aujourd'hui, je crois que plus personne ne peut ignorer Octobre Rose, ignorer que c'est le premier cancer féminin, deuxième cause de cancer en France. 62 000 femmes sont chaque année atteintes. Le travail sur la prévention est essentiel et on essaye de le faire au mieux et au plus. Le traitement l'est tout autant et l'accompagnement post-maladie l'est encore, sinon encore plus en tout cas, est aussi important. Et c'est l'ensemble de ce spectre-là au cours d'Octobre Rose qu'à Saint-Maur on essaye de mettre en place. Octobre Rose qui, avec Souffle Rose, et sa présidente qui est cachée là-bas au fond de la classe à côté de Cédric Launay, que j'ai donc pas cité comme élu, et Anne-France Avirotte, mais merci d'être là, et qui ont lancé Octobre Rose dimanche au beach, dans les jardins du beach, et qui tout au long du mois vont accompagner ce travail. Donc merci à Souffle Rose et à toutes celles et à tous ceux qui participent. La prochaine rencontre, c'est le 14 octobre, donc c'est bientôt, où mesdames Lacour et Mamalais vont pouvoir rencontrer les lecteurs, et en tout cas tous ceux qui veulent en savoir un peu plus sur leur expérience. Une expérience qu'elles ont souhaité mettre en image dans un livre qui s'appelle « Dis, c'est quoi le cancer du sein ?», très pédagogique, avec beaucoup de bienveillance et aussi d'humour, que nous avons donné à chaque médecin à Saint-Maur pour qu'on puisse les trouver dans les salles d'attente, et que monsieur Assaf, docteur Assaf, je vous remets avec plaisir. Je suis sûr que dans votre service d'oncologie au CHU, vous pourrez en faire votre miel. Et puis si vous avez des questions, les autrices sont là. Donc n'hésitez pas à venir, sinon le 14 octobre. Le 15 octobre, il y aura la marche rose. Florentine, c'est bien ça, la marche rose qui partira à 10h30 qui partira donc à 10h30 du beach. Et le 21 octobre, Souffle Rose sera sur le marché d'Adanville. Et tout au long du mois d'octobre, des dons seront récoltés pour la recherche. Dieu sait qu'on en a besoin. Et donc, merci beaucoup dans ce contexte d'avoir donné un peu de votre temps pour venir nous parler. Et monsieur et docteur Elias Assaf, merci beaucoup de votre temps, encore une fois précieux, et de la bienveillance avec laquelle vous êtes ici. Je crois que le docteur Soucy, le professeur Soucy, va venir nous dire quelques mots avant que l'on rentre dans le vif du sujet. Merci encore, docteur. Merci de ne pas répéter. Bien, monsieur le maire a dit beaucoup de choses, et c'est donc en son nom et au nom du conseil municipal. Il a cité les élus présents, donc je vais pas le refaire. Je les remercie aussi pour leur présence. Et je voudrais surtout remercier donc mon collègue, le docteur Elias Assaf, d'avoir accepté d'animer cette conférence consacrée, donc, comme vous le savez, au cancer du sein, du dépistage au traitement.
Alors, le docteur Assaf est praticien hospitalier aux hôpitaux universitaires Henri Mondor, dans le service d'oncologie médicale, qui est dirigé par le professeur Christophe Tournigan, qui était intervenu, si certains d'entre vous étaient là l'année dernière, qui était intervenu ici même, donc il y a à peu près un an environ. Et c'est lui, d'ailleurs, à ma demande, qui m'a proposé le nom du docteur Assaf pour nous parler ce soir, en raison de sa compétence particulière dans la prévention et dans le traitement du cancer du sein, sujet sur lequel il a publié de nombreux travaux. Alors cette conférence qui s'inscrit, comme l'a répété M. Berrios, dans le cadre des conférences santé organisées par la ville, en partenariat, comme c'est écrit sur l'invitation, avec les hôpitaux universitaires Henri Mondor, se tient d'une part lors de la semaine bleue consacrée aux seniors, mais aussi et surtout d'Octobre Rose, je me permets d'insister à nouveau là-dessus, consacrée à la lutte contre le cancer du sein. Alors les chiffres, vous nous direz si le maire et moi-même sont dans la vérité. Moi, j'ai noté qu'il y avait plus de 2 millions de personnes atteintes dans le monde, dont une soixantaine de mille en France, comme l'a dit, et près de 700 000 décès, dont plus de 12 000 en France. Je crois que c'est ça. Enfin, vous nous confirmerez si c'est exact. Alors, le maire l'a dit, la ville de Saint-Maur participe activement depuis de nombreuses années à Octobre Rose en liaison avec l'association Souffle Rose dont les représentants sont ici. Et je vous invite évidemment à venir aux manifestations que M. Berrios a citées, c'est-à-dire la discussion, le débat autour de l'ouvrage, dit c'est quoi le cancer du sein, ainsi que la marche le 15 à 10h30. Alors cette conférence du docteur Assaf nous permettra de comprendre la nécessité à la fois d'un dépistage rapide, qui n'est pas encore suffisamment réalisé, vous nous le confirmerez, autour, je crois, de 50%, quelque chose comme ça. Deuxièmement, d'un diagnostic en temps opportun, grâce justement au dépistage. Et ensuite, lorsque la maladie est déclarée, est avérée, d'une prise en charge complète. Donc voilà, je pense que ce que vous allez nous dire et vous allez nous éclairer sur ces différents points. Et je vous laisse la parole en vous remerciant à nouveau de votre présence et en remerciant tous ceux qui ont accepté de venir ce soir. Merci, docteur Assaf. Bonsoir tout le monde et je vous remercie déjà pour l'invitation, monsieur le maire et toute son équipe et pour l'organisation. Je vais passer autant de temps que vous voulez. On va faire peut-être une présentation de peut-être 30, 40, 50 minutes en fonction du besoin. Puis après, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Je vais essayer, il y a tellement de choses à dire, donc je vais essayer d'être le plus clair possible, parce que c'est un monde très, très, très compliqué. Même en oncologie médicale, le cancer du sein, il y a tellement de choses à voir. Donc, j'ai mis juste un S au cancer du sein, parce qu'en fait, il n'y a pas un cancer, il y a plusieurs types de cancer du sein. Et si vous voulez, en gros, s'il y a 3 personnes qui ont un cancer du sein dans la salle d'attente du même médecin, peut-être le seul point commun entre ces 3 dames, c'est qu'ils ont le même médecin. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont un cancer du sein qu'ils vont avoir le même traitement ni la même prise en charge. Et je reconnais quelques patientes parmi vous, il n'y en a pas une qui a eu le même traitement que l'autre. Voilà. Juste pour vous dire qu'il y a plusieurs types de cancers du sein et que voilà, c'est pas, les gens ne se ressemblent pas, enfin plutôt les cancers. Je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà. Donc en gros, donc, comme je vous ai dit, je vais être un peu complet, mais en même temps le plus simple possible. Donc on va parler un peu d'épidémiologie, à quoi sert de faire un dépistage, est-ce que c'est un cancer héréditaire ou pas, comment on met le diagnostic, comment on réfléchit quand on est devant une personne qui a un cancer du sein, qu'est-ce qu'on a comme traitement actuel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous n'aurez aucun nom de médicament, mais au moins une façon que vous voyez qu'est-ce qu'on a comme médicament à vous proposer. Et puis surtout la surveillance et surtout la prise en charge en parallèle du cancer, parce qu'on ne traite pas un dossier, on traite une personne, un être humain. Donc commençons par l'épidémiologie. Donc juste quelques chiffres, c'est le cancer le plus fréquent chez les femmes. En France, il y a à peu près par an 50 à 60 000 personnes par an qui ont un cancer du sein, mais seulement 10 à 12 000 décèdent par an. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui guérissent du cancer du sein. Ce n'est pas parce qu'on a un cancer qu'on va certainement mourir. Je suis sûr que dans votre quotidien, vous croisez des gens
qui ont eu un cancer du sein, qui ont actuellement un cancer du sein, qui ont même une perruque et que vous ne savez même pas qu'ils ont une perruque et qui vivent leur vie normalement et qui travaillent. Ce n'est pas parce qu'on a un cancer qu'on est condamné à rester à la maison et à souffrir. Une femme sur 9 à peu près fait un cancer du sein dans sa vie. Donc, je ne sais pas vous êtes combien, mesdames, mais il y aura forcément parmi vous, enfin déjà il y a parmi vous des cancers du sein, mais c'est un cancer très très fréquent. Alors, dans beaucoup de cas, malheureusement, c'est manque de chance. Pourquoi c'est moi? Parce que malheureusement, c'est comme ça. Dans quelques cas, c'est l'hérédité, mais voilà. Mais dans beaucoup de cas, on n'a pas d'explication pour ça. La majorité des cas, c'est chez des personnes âgées, mais sachez que de plus en plus, il y a des cas très jeunes, à peu près 10% avant 40 ans. Vous avez 20, 25, 30 ans, enfin, on voit tout, malheureusement. Mais on a beaucoup de traitements à proposer aux malades. Voilà. Après, ce n'est pas agréable d'avoir un cancer, mais malheureusement, mais au moins, heureusement, il y a beaucoup de choses à proposer. Le dépistage, c'est quoi un dépistage? Vous entendez beaucoup parler de ça, il y a le dépistage du cancer du sein, du cancer du côlon, du cancer du col de l'utérus. En fait, l'idée, c'est que quand vous avez une maladie très fréquente et qu'on peut proposer un traitement, surtout si elle a un stade très précoce, il faut faire des examens. Enfin, l'objectif, c'est de détecter cette maladie à un stade très précoce pour qu'on puisse la guérir. Donc, l'objectif du dépistage, c'est de trouver un examen qui est facile à faire, qui ne coûte pas très cher. Il faut cibler une population dans laquelle il y a plus de chances de trouver la maladie et que cet examen soit reproductible. Ça veut dire qu'il soit fait à Créteil, à Saint-Maur ou à Joinville-le-Pont. C'est les mêmes critères qu'ils peuvent utiliser et que ce n'est pas seulement un expert dans le monde qui sait le faire et que les autres ne savent pas le faire. Et du coup, ce n'est pas un scoop que pour vous dire que la mammographie, c'est l'examen le plus qui est utilisé dans le dépistage. Alors, je vous montre déjà la machine de mammographie. Pour les gens qui ont fait la mammo, ils la connaissent. Pour les gens qui connaissent pas, qui n'ont pas encore fait la mammo, parce que malheureusement, il y en a beaucoup, parce que beaucoup de personnes qui sont invitées à faire la mammographie ne la font pas. C'est une radio des seins, enfin, voilà, classiquement. Voilà. Je n'ai jamais fait de mammographie de ma vie. On dit que ça peut faire un peu mal. Il y a quelques sketchs. Vous demandez à Michel Bernier dans son sketch sur la mammographie ou Anne Romanoff. En tout cas, il y a un beau sketch de 5 minutes de Michel Bernier qui explique bien c'est quoi la salle d'attente, comment on fait une mammographie. Je vous invite à le regarder. Bon, elle exagère un peu, mais ce n'est pas de loin de la vérité. Et donc, en gros, qui est invité à faire? Alors, quand on dit dépistage, c'est que c'est l'État qui prend en charge l'examen. Donc, en gros, la population en France, c'est entre 50 et 74 ans. Donc, toutes ces dames-là, on parle beaucoup de femmes, mais sachez que 1% des cancers du sein viennent chez les hommes. Donc, les hommes aussi ne sont pas dispensés de faire ce cancer, mais il y a nettement moins que les femmes. Donc, en gros, de 50 à 74 ans, tous les 2 ans, on fait 2 radios simples du sein. Et s'il y a un problème, on fait le nécessaire. Vous pouvez me dire oui, mais moi, mon gynéco, j'ai 40 ans, il m'a proposé de faire une mammographie. Pourquoi il fait ça? En fait, si vous voulez, dans chaque État, dans chaque pays, il faut choisir une population. Vous allez dans n'importe quel pays européen, il n'y a pas une population bien fixe. Dans certains pays, on commence à l'âge de 40 ans, d'autres à 50 ans. Parfois, on fait tous les 18 mois, parfois tous les ans, tous les 2 ans. L'objectif, c'est qu'il y ait une règle dans chaque pays. Alors, sachez une chose, c'est que je vous ai mis l'ordinateur, c'est là-bas. Je reviens. Ça, c'est une mammographie. Donc, en gros, globalement, si vous comparez les 2 seins, ils sont un peu symétriques, sauf là où il y a le petit point rouge, vous voyez que c'est une image asymétrique. Alors, ça, c'est un sein, ce qu'on appelle un sein peu dense. Ça veut dire qu'en gros, la glande, elle s'est dégarnie un peu avec le temps, et du coup, quand il y a une image suspecte, on peut la voir. Quand vous faites une mammographie à l'âge de 30 ans ou à 40 ans, le sein, le gris, ce qu'on appelle, nous, l'absence de densité, le gris que vous voyez, il est plutôt blanc. Et du coup, même s'il y a une image suspecte, on ne voit pas. Ce qui fait que l'objectif, c'est qu'on choisit une population comme ça pour augmenter les chances de trouver quelque chose. Parce que si vous faites une mammographie à l'âge de 30 ou 35 ou 40 ans, il y a un grand risque qu'il y a un cancer, peut-être, mais qu'on ne voit pas parce que tout simplement, la mammographie, c'est ça ses limites. Et donc voilà. Donc en France, on a décidé à l'âge de 50 ans, mais certains pays européens conseillent à partir de 40 ans. Donc du coup, votre gynéco, il a raison de vous dire, écoutez, commencez par faire une mammographie à l'âge de 40 ans.
Mais bon, la mammographie ne détient pas toute la vérité, mais c'est vrai que je pense que voilà, de plus en plus de sociétés savantes, gynécologues, oncologues et tout ça, conseillent à partir de 40 ans. Voilà. Mais le dépistage en France, pour le moment, c'est à partir de 50 ans. Donc, je reviens un peu en arrière. Voilà. Donc, en gros, à quoi sert le dépistage? Le dépistage, comme je vous ai dit, c'est de détecter un cancer à un stade très précoce. En gros, globalement, statistiquement, ça réduit à peu près de 20% le risque de décès. Et que si on est bien appliqué, voilà, ils ont juste un exemple. Si 100 000 femmes décident de faire le dépistage comme il faut pendant 10 ans, il y a à peu près entre 100 et 300 qui sont guéris de leur cancer. Je parle des gens qui font des dépistages. Je ne parle pas des gens qui ont déjà eu des cancers, parce que les gens qui ont des cancers, on en guérit beaucoup plus. C'est juste l'idée de dire que plus on détecte le cancer plus tôt, mieux c'est. Vous pouvez me dire, oui, c'est sympa, mais moi, je connais des gens aussi qui ont fait un cancer. Elle a fait sa mammographie, 6 mois plus tard, elle a fait son cancer. À quoi sert cette mammographie? Voilà. Donc, plusieurs cas de figure. Un, si elle est très jeune, comme je vous ai dit, on peut ne pas voir la tumeur. Deuxièmement, c'est toujours facile de voir la tumeur quand elle grossit, mais quand on prend les mammographies précédentes, ah oui, en effet, peut-être on peut trouver quelque chose, mais on n'a pas bien vu. Mais surtout, la raison principale, c'est que, comme je vous ai dit, il y a plusieurs types de cancers du sein. Ça veut dire qu'il y en a des cancers qui sont peu agressifs, donc qui évoluent lentement, et vous avez des cancers qui sont très agressifs et que la malade vous dit, en un mois, mon sein a doublé de volume, la masse a doublé de volume. Et en fait, la mammographie, elle est destinée pour les cancers qui évoluent lentement. Parce que sinon, on ne va pas faire une mammographie tous les mois, ça ne sert à rien. Et donc, je répète, je n'arrête pas de répéter ça toute la soirée, il y a différents types de cancers du sein et que malheureusement, une bonne partie des cancers du sein, on les détecte entre 2 mammographies parce que ce sont les cancers les plus agressifs et qu'ils n'ont pas besoin d'attendre 2 ans pour qu'on les détecte. Ça suffit de 1, 2, 3 mois pour que la masse double de volume, triple de volume et que les malades nous disent, même quand on voit la malade en 2 semaines de différence, on voit la masse augmenter de taille. Mais ça n'empêche pas que beaucoup de gens ne font pas le dépistage, même si ça fait un peu mal. Croyez-moi, une tumeur qu'on détecte à 1 cm, c'est facile de la traiter, on opère, un peu de radiothérapie, c'est fini. Vous laissez la même tumeur évoluer dans le temps, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, elle devient 4-5 cm, il y a une atteinte ailleurs et parfois c'est trop tard. Donc même pour la même tumeur, c'est plus facile de détecter à un stade plus précoce. Même si c'est trop tard, quand je dis trop tard, c'est que la maladie elle est nettement évoluée. Mais ça veut dire qu'on a des traitements, mais on peut passer d'une petite chirurgie, un peu de radiothérapie, à de la chimiothérapie, de la chirurgie et des traitements plus compliqués. Voilà. Alors, ça, c'est pour les femmes qu'on considère qu'ils ont un risque habituel. Vous avez certaines personnes qu'on considère qu'ils ont un risque plus élevé. Par exemple, des femmes qui ont une anomalie héréditaire, où on sait que cette dame-là, au lieu qu'elles aient un risque de 10% comme de la population globale, elles ont un risque de 80% de faire un cancer du sein. Vous avez des femmes aussi qui ont par exemple été opérées d'une petite tumeur au niveau du sein. Ce n'est pas du cancer, mais quand même on voit qu'il y a des petites cellules qui ne sont pas tout à fait normales, elles ne sont pas cancéreuses, mais ces femmes-là sont à risque peut-être de faire des cancers du sein. Vous avez aussi des familles qui fait que, je connais ma tante, mon oncle, qui ont eu des cancers et que ces gens-là, on les surveille de la même façon, en gros une mammographie. On peut rajouter aussi une échographie. Parfois, on fait une IRM pour le sein. Tous ces examens-là sont complémentaires. Au lieu de les faire tous les 2 ans, on les fait tous les ans. Mais l'idée, c'est que le dépistage est destiné pour une population à risque normal. Les gens à risque plus élevé, on les surveille de façon nettement plus rapprochée que quelqu'un à risque normal. La génétique, est-ce qu'il est héréditaire? On entend cette question tous les jours. 5% des cancers du sein sont héréditaires. Qui dit héréditaire, ça veut dire qu'il y a une anomalie héréditaire du grand-mère à la mère, à la fille. On s'est transmis génétiquement, qui fait que quand on a cette anomalie au niveau du gène, vous savez, dans la cellule, il y a à peu près 30 000 gènes. C'est comme un grand livre. Les couleurs des yeux, la taille, comment fonctionne le foie, comment fonctionne... tout ce qui se passe dans notre corps, il est codé. Il y a un livre qui écrit tout. Et donc, il y a certains codes qui sont mal faits et du coup, ces patientes-là ont un risque à 80% durant leur vie
ça peut être à 30 ans comme ça peut être à 70 ans, de faire un cancer du sein. Ça, c'est à peu près 5% des cancers du sein. Après, vous avez des familles chez qui, par exemple, il y a une sœur, une tante, une nièce qui ont des cancers. On fait l'enquête génétique et en fait, on ne trouve rien. Deux hypothèses, où la technique, elle est limitée, ça veut dire, en gros, au niveau du laboratoire, on ne peut pas faire mieux parce que voilà, c'est comme ça. La technique n'est pas très sensible pour la détecter, ou tout simplement, dans cette famille, il n'y a pas un gène, il y a plusieurs gènes qui collaborent tous ensemble pour peut-être augmenter le risque de faire un cancer du sein, mais il n'y a pas un coupable. Et du coup, quand on ne trouve pas le coupable, mais on dit, voilà, il faut faire attention à ces personnes-là parce qu'elles sont à risque plus élevé de faire un cancer. Et du coup, donc, les deux gènes les plus connus que tout le monde entend parler, ce qu'on appelle les BRCA1 et 2, c'est lié au cancer du sein. Sont responsables d'à peu près peut-être 90% des cancers du sein héréditaires. L'objectif de les détecter, c'est le double. C'est il y a un impact sur le traitement de la personne. En gros, quelqu'un qui a un cancer du sein avec une anomalie héréditaire, quelqu'un qui n'a pas de mutation, quelqu'un qui n'a pas de cancer, il a juste l'anomalie. On lui dit, madame, écoutez, vous avez un risque très élevé de faire un cancer du sein courant votre vie. Deux possibilités. Ou bien on vous surveille de façon très rapprochée, genre mammo, écho, IRM tous les ans. Et dès qu'il y a une petite alerte, il faut faire le nécessaire. Ou bien, si vous souhaitez, on peut vous enlever les deux seins. Donc, on fait une opération. En gros, on vide les seins à l'intérieur. On fait une reconstruction mammaire. Et du coup, le risque ne devient jamais zéro. Le risque zéro en médecine n'existe pas, mais le risque passe, je ne sais pas, peut-être de 80% à 3-5%, peu importe. Dans tous les cas, le risque diminue beaucoup. La personne qu'on prend toujours comme exemple quand on voit les malades en consultation, c'est l'actrice Angelina Jolie. C'est une des premières qui a médiatisé sa anomalie héréditaire. Elle n'a jamais fait de cancer du sein, mais elle a médiatisé son anomalie et du coup, voilà. Donc ça, c'est quelque chose de classique qu'on propose aux malades. Alors ça, c'est pour les patientes et pour la famille. Quand on a une personne qui a l'anomalie, on découvre quelqu'un qui a un cancer, chez qui on a découvert la mutation, on lui propose de prévenir, c'est à elle de prévenir, c'est pas à nous, sa famille, la mère si elle est vivante, les sœurs, les frères, les enfants. S'ils souhaitent se faire dépister, c'est pas parce que la maman a une mutation que tous les enfants vont avoir de la mutation. Alors parfois c'est horrible quand il y a 3-4 enfants, qu'il y en a une ou deux qui a la mutation et pas les autres. Mais voilà, mais c'est pas obligatoire qu'on hérite forcément la mutation de la maman ou du papa même. Alors, le diagnostic. Comment on découvre qu'on a un cancer du sein? C'est facile. Ou on fait la mammographie de dépistage, ou malheureusement, on palpe quelque chose. Et donc, du coup, dès qu'on palpe quelque chose, il faut commencer par faire la mammographie. Classiquement, c'est toujours couplé à l'échographie. Et quand il le faut, on ne va pas rentrer dans les détails, on peut faire aussi une IRM du sein, surtout chez les personnes jeunes. Comme je vous ai dit, vous faites une mammographie chez une personne jeune, vous allez voir les seins denses, c'est blanc, on ne voit pas bien. Donc, on fait une IRM, ça nous aide aussi à mieux voir les seins. Mais voilà. Donc, une fois qu'on a fait le nécessaire, une fois qu'on a détecté une image suspecte ou des images suspectes dans le sein, on fait ce qu'on appelle une biopsie. Donc, voici un exemple, sous une anesthésie locale, une petite aiguille, elle rentre dans le sein, elle cible la masse et on enlève un petit échantillon. Pourquoi il faut faire ça? Est-ce que c'est obligatoire de faire la biopsie? Il y a des gens qui peuvent nous dire, oui docteur, je m'en fous, j'ai l'âge 40 ans ou 80 ans, je m'en fous. Il y a une image suspecte dans le sein, enlevez-moi le sein, je ne veux pas entendre parler. En fait, non, on n'opère pas quelqu'un qui a, pour soi-disant un cancer du sein sans qu'on fasse une biopsie. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, pour qu'on soit sûr. Quand on voit une dame, elle a une mammographie suspecte ou une boule, elle sent une boule suspecte dans le sein, on lui dit pas madame, vous avez un cancer du sein, on lui dit bon, il y a quelque chose, il faut qu'on soit sûr que ce n'est pas un cancer. Mais jamais on prononce le mot cancer sans qu'on ait la preuve. Ça, c'est criminel de dire à quelqu'un vous avez un cancer si on n'est pas sûr. Deuxième raison, je vous ai dit, il y a des cancers du sein. Et donc, comment on catégorise les différents types de cancers du sein? C'est tout simplement en cherchant des différents détails dans la cellule tumorale. On ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objectif ce soir, mais s'il y a deux détails qu'on cherche et qu'aujourd'hui, aucune biopsie d'un cancer du sein
ne contient pas ces deux détails. C'est ce qu'on appelle les récepteurs hormonaux et quelque chose qui s'appelle HER2. Mesdames, quand vous avez vos règles, vous avez les seins qui sont denses. Ils vous font un peu mal. Pourquoi? Parce que les seins sont sensibles aux hormones féminines. Et du coup, beaucoup de cancers du sein sont sensibles aux hormones féminines, certains pas. Et du coup, il faut savoir si ce cancer il est sensible ou pas aux hormones féminines. Deuxièmement, il y a une substance qui s'appelle HER2 qui fait partie des causes, enfin, une substance qui s'appelle HER2 sur la surface de la cellule tumorale qui participe à la multiplication de la cellule tumorale et qui fait qu'elle joue un rôle néfaste dans la multiplication, voilà, dans la cancérogénèse du sein. Et c'est très important de savoir si elle existe. Il y a 30 ans, c'était horrible de la voir. Aujourd'hui, on s'en fout complètement. On a des médicaments extraordinaires contre cette substance-là. Mais ce n'est pas le même traitement. Il faut qu'on sache ces deux substances. Donc, ça suffit qu'il y en a les récepteurs hormonaux entre positifs et négatifs et HER2 entre positifs et négatifs. Et vous avez au moins 3 types de cancers du sein qui ont un traitement complètement différent. Alors, comment on réfléchit? Alors, aussi, sans rentrer dans les détails, j'ai une patiente qui a un cancer du sein. Première chose à ça, là maintenant, je suis sûr qu'elle a un cancer du sein. Première chose à faire, c'est de savoir est-ce que le cancer est localisé ou pas. Ça veut dire, est-ce que le cancer est resté dans le sein? Quand je dis sein et ganglion, au niveau de l'essai, chaque fois qu'on traite, chaque fois qu'on opère un sein, il y a ce qu'on appelle des choses qu'on appelle au niveau de l'essai qui s'appellent des ganglions. C'est des petites boules qui contiennent des cellules de l'immunité et ça peut contenir aussi des cellules cancéreuses. Donc, est-ce que le cancer est toujours limité au niveau du sein et des ganglions ou bien il est sorti ailleurs? Ça peut être au niveau des os, au niveau du foie, au niveau des poumons, n'importe où. Et ce qu'on appelle dans le jargon médical des métastases, dans le jargon classique, c'est un cancer généralisé. Donc, première chose à faire, est-ce que le cancer est localisé ou généralisé? Ce n'est pas la même attitude thérapeutique, ce n'est pas la même façon qu'on traite les choses. Un cancer généralisé, c'est un cancer qui est traité à vie. Un cancer localisé, c'est un traitement qui peut durer 3 mois, comme ça peut durer 1 an et demi, en fonction des sous-types. Mais voilà, donc, et le taux de guérison n'est pas le même. Deuxièmement, imaginons que c'est un cancer localisé, donc l'objectif, c'est à un moment ou à un autre d'opérer le sein. Donc, même chose, il faut savoir, est-ce qu'on peut conserver le sein ou pas? Jusqu'à preuve du contraire, le sein, c'est un organe dont les femmes se tiennent beaucoup et que l'objectif, c'est que chaque fois qu'on peut conserver le sein, ça veut dire juste enlever la tumeur dans le sein et garder le sein en place, ça, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Certaines personnes nous disent « enlevez-moi le sein, enlevez-moi les 2 seins ». On essaie de les raisonner. C'est trop tard. Si on enlève le sein ou les 2 seins, il ne fallait pas les enlever, ça sera trop tard. Voilà, le regret ne change rien. Donc l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on peut conserver le sein ou pas. Deuxièmement, les séquences de traitement. Je vous ai dit, il y a plusieurs types de cancer du sein. Vous avez certains types un type qui peut se traiter par une petite chirurgie, un peu de rayon, un comprimé par jour et c'est fini. Et vous avez des types chez qui il faut faire de la chimiothérapie. Alors, il faut faire des traitements. Parce que le mot chimiothérapie, c'est un mot que tout le monde entend parler, mais en fait, on fait beaucoup de traitements qui ne sont pas de la chimio. L'idée, c'est de dire, j'ai un cancer du sein, le risque de récidive, que le cancer revienne, même si je l'enlève, le risque que le cancer récidive, qui revienne dans le sein ou ailleurs, ce qu'on appelle les métastases, existe. Il n'est jamais zéro. Même une toute petite tumeur qui fait 5 mm, elle peut récidiver 20 ans plus tard. Ça ne veut pas dire qu'on vit toute notre vie avec l'épée de Damoclès, ça va revenir. Non, ça ne revient pas chez tout le monde, ça revient à une minorité de personnes. Comme on peut mourir, entre-temps, on peut faire un accident ou mourir d'autres choses. C'est aussi des risques faibles, ça n'empêche pas de vivre. Et donc, du coup, plus on a un cancer avec un risque élevé de récidive, un risque élevé de faire des métastases, plus il faut faire autre chose qu'une simple chirurgie. Donc, certains types de cancer du sein, quand on voit la boule et qu'on fait la biopsie et qu'on sait que le risque est élevé, on propose à la malade, dans beaucoup de cas, de commencer par un traitement médical. On va l'appeler comme ça.
traitement médical. Parce qu'il y a plusieurs types, vous allez voir, il y a plusieurs types de médicaments qu'on peut proposer aux malades. Donc on commence par un traitement médical. L'objectif est double. Un, réduire la taille de la tumeur. Elle peut même complètement disparaître. Il y a des gens dans la salle où la tumeur a complètement disparu sous chimiothérapie. Et après, quand on opère, on enlève juste l'endroit de la tumeur, on a conservé le sein et tout va très bien. Deuxième raison, pourquoi on commence par une chimiothérapie ou un traitement médical premier. Comme je vous ai dit, on fait ce traitement-là chez les gens chez qui on considère qu'il y a un risque élevé de récidive. Pourquoi c'est intéressant de commencer avant? Parce que vous pouvez dire « opérez-moi et faites le traitement après ». L'idée, c'est que si on commence par le traitement avant, on voit si le cancer il est sensible au traitement et du coup, quand on opère la malade, la stratégie après la chirurgie peut changer aussi entre quelqu'un où le cancer a complètement disparu et chez quelqu'un chez qui, malgré la chimiothérapie, malgré tous les traitements qu'on a fait, il en reste de la tumeur. Ce n'est pas la même stratégie, ce n'est pas la même inquiétude et ce n'est pas les mêmes traitements qu'on fait plus tard. J'essaie d'être le plus clair et simple possible, même si en pratique, c'est plus compliqué que ça. Et donc l'idée, c'est de dire un cancer du sein localisé, l'objectif, c'est la guérison. On l'obtient dans beaucoup de cas. Dans quelques cas, ça peut récidiver. Une récidive, ça ne veut pas dire des métastases, ça peut récidiver juste au niveau du sein. Bon, on refait ce qu'il y a à faire. C'est compliqué, voilà, psychologiquement, mais bon, mais il y a toujours des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme traitement à proposer? L'objectif, donc, pour les je ne parle pas des pour la chirurgie du sein, je vais essayer d'être simple. L'objectif du dépistage, c'est de trouver la tumeur à un stade très précoce et de dire à la dame, écoutez, votre tumeur, elle est très petite, on va juste enlever la tumeur. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça c'est un sein que vous considérez normal, parce qu'il est normal, mais il a été opéré. Alors je vous montre cette image exprès pour que vous ne pensiez pas que si on opère le sein, on va le défigurer. Si vous voyez bien, peut-être ce n'est pas très clair, il y a une toute petite incision sur l'aréole, et en fait le chirurgien, il est rentré par cet endroit-là, il enlève la petite tumeur, ici ça cicatrise, et la dame, elle a un sein normal. Et que voilà. Donc, sachez que quand elle est en maillot de bain et tout ça, personne ne sait même si un sein a été touché ou pas. Dans quelques cas, comme je vous ai dit, malheureusement, on ne peut pas conserver le sein pour deux raisons. Ou il y a plusieurs boules dans le sein et on ne peut pas aller enlever une après l'autre. Ou parfois, tout le sein est malade. Vous avez un gros cancer dans le sein, mais tout le sein est malade et on sait que si on laisse un petit bout, ça va revenir. Donc, du coup, on propose à la patiente d'enlever tout le sein. C'est horrible qu'on se réveille et qu'on soit plat. Donc, ce qu'on essaie de faire, en tout cas à Henri Mondor, je sais de quoi je parle, on essaie autant qu'on peut, quand on opère les patientes et qu'on enlève leur sein, de leur proposer ce qu'on appelle une reconstruction mammaire immédiate. Ça veut dire on se réveille, ce n'est pas du sein, alors parfois on garde la peau, parfois on garde la peau et le mamelon, mais dans tout cas il faut qu'il y ait une forme. Ça peut être une prothèse en plastique, ça peut être du gras vers le bas. Tout le monde est content quand on leur dit on vous enlève le gras. Moi, je propose d'ailleurs mon gras aux malades. On peut parfois même prélever un muscle par derrière. L'idée, c'est qu'il y ait une forme de sein. Alors, ça, c'est une image malheureusement pour quelqu'un qui n'a pas pu avoir une reconstruction. Ça peut être pour raison médicale ou organisationnelle. Sachez que malheureusement, par exemple, pendant le Covid, toutes les patientes qu'on a vues juste avant le Covid, à qui on a dit à madame, écoutez, vous allez faire la chimio, et dans 6 mois, on vous opère, on va vous enlever le sein, on sait d'emblée qu'on va l'enlever et qu'on va faire la reconstruction mammaire en même temps. Malheureusement, le Covid est passé par là. Je ne vous rappelle pas des mauvais souvenirs. Toutes les patientes ont dû être opérées. Il y avait une interdiction nationale de faire une reconstruction mammaire parce que ça prenait du temps. Ça prolongeait de plusieurs heures le temps opératoire. S'il y a eu des complications post-opératoire, il n'y a pas de place en réanimation pour s'occuper des malades. Et je ne vous cache pas que certains malades ont mal vécu psychologiquement. Pendant 6 mois, la chimiothérapie, c'était nickel. La malade dit, mais tout est bien. Le jour où elle s'est réveillée sans sein, c'était le choc de sa vie. Et certaines patientes ont refusé qu'elle soit opérée
tant qu'on ne peut pas faire la reconstruction mammaire. Donc ça, c'est une patiente, voilà. Donc regardez une reconstruction mammaire. Voilà, ça c'est, on voit la cicatrice, probablement cette patiente-là, elle a eu une reconstruction dans un deuxième temps. Ça veut dire, on fait la mastectomie. Mastectomie, ça veut dire on enlève tout le sein. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on peut refaire une reconstruction mammaire. C'est ce qu'on appelle reconstruction mammaire, voilà, dans un deuxième temps. Mais la reconstruction mammaire immédiate, c'est que la malade dort, elle se réveille et elle a une forme de sein chez elle. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans la majorité des cas quand on peut. Donc ça, c'est la chirurgie. Je répète, un cancer, ce n'est pas une maladie anodine, donc il faut faire le maximum pour empêcher la récidive. Un des traitements qu'on peut faire aussi, alors, quand on a un cancer, quand on opère le sein, on a 2 possibilités. Ou bien on dit on enlève tout le sein, ou on dit que l'objectif, c'est de dire j'enlève juste la boule. Mais qui dit j'enlève la boule, dit il se peut que le reste du sein soit malade. Et du coup, l'objectif, c'est que quand j'enlève la boule, je fais des rayons sur tout le sein pour essayer de stériliser au maximum s'il y a des petites cellules qui se baladent, qui sont sorties de la tumeur, qui se baladent dans le reste du sein. Donc on fait des rayons, ça ressemble à peu près à cette machine-là, il n'y a rien qui touche la malade. Voilà. C'est comme quand vous faites un scanner à la limite, il y a des rayons qui sont bien ciblés, bien dosés pour stériliser le sein. Alors parfois quand on a très mal parce qu'on a une métastase et tout, on peut faire aussi un peu de rayons ciblés. Mais l'objectif, c'est voilà, là on parle du sein, donc l'idée c'est que chaque patiente opérée d'un cancer du sein chez qui on a conservé le sein, c'est mieux de faire une radiothérapie parce que ça stérilise le sein. Et ça participe aussi à sa guérison. Alors, pour celui ou celle qui voit la carte du métro parisien, ce n'est pas une faute, c'est exprès. Alors, je vous explique un peu. Depuis qu'on a commencé depuis que j'ai appris la médecine, dans tous les cours, on voit cette carte-là. En fait, cette carte-là sert pour vous expliquer un peu la complexité de la tumeur cancéreuse. Vous êtes à Saint-Maur, si vous voulez aller à la Défense, vous pouvez prendre le RER-A, vous allez arriver peut-être en 45 minutes. Le RER-A est en panne pendant 2 stations, vous prenez un petit bout RER-A, un petit bout, je ne sais pas, ligne 1, un peu de bus, vous y arrivez. La ligne 1 et le RER-A sont fermés, ce n'est pas grave, vous détournez un petit bus par-ci, 2, 3, 4, 5 correspondances, vous y arrivez. Tout le métro est en panne, vous prenez la voiture, vous arrivez au bout de 2 heures. Pas de voiture, vous allez à pied, vous arrivez au bout de 5 jours. On s'en fout, mais on y arrive. À droite, ça c'est la cellule cancéreuse. La cellule cancéreuse, elle a besoin d'outils, elle a besoin des gendarmes à l'intérieur de la cellule qui fait qu'elle se multiplie, voilà. C'est quoi une cellule cancéreuse? C'est une cellule normale. On a tous des cellules cancéreuses dans notre corps, tous. Ce qui fait que le système immunitaire se débarrasse de ces cellules à fur et à mesure. Et à un moment, pour une raison X ou Y, manque de chance ou des raisons bien particulières, cette cellule ouvre à son compte et du coup, elle se multiplie. Donc, elle ne se multiplie pas comme ça. Il y a des choses dans cette cellule qui se multiplient. Donc, vous avez, et puis, voilà, ça ressemble à peu près. En gros, c'est tellement complexe dans la cellule. Pourquoi je vous montre cette comparaison-là? C'est pour vous dire que si jamais, par exemple, on a un médicament, par exemple, on détecte que dans cette cellule-là, on va bloquer le RER-A. C'est pas grave, la cellule dit, c'est pas grave, tu as bloqué le RER-A. Moi, je vais me ralentir, la multiplication de la cellule va se ralentir, mais à un moment ou à un autre, je vais me débrouiller. Je vais acheter un bon vélo électrique et que je vais contourner le RER-A et je vais aller à la Défense en vélo électrique. Bon, très bien. On bloque le vélo électrique, c'est pas grave, j'appelle Uber, j'achète un téléphone, j'installe l'application et je vais. Donc l'idée, c'est de dire, la cellule, c'est tellement compliqué et qu'il y a tellement de traitements qu'on peut proposer. Des patients peuvent répondre à un traitement à un certain moment et après ça reprogresse parce que la cellule s'est débrouillée de faire différemment les choses. Et que dans certains cas, chez certains patients, on connaît la cause exacte de pourquoi on a une cellule cancéreuse ici. Et du coup, on cible bien cette cause-là. Et dans beaucoup de cas, on réussit vraiment très bien. Juste voilà, un petit schéma, petite comparaison pour que vous compreniez vraiment la complexité des choses. La chimiothérapie, c'est le mot que personne n'a envie d'entendre. Donc, du moment là, j'ai vu une patiente ce matin la première fois, surtout pas de chimiothérapie. Je trouve que c'est pas grave. Alors, c'est quoi la chimio? Vous avez mal à la tête. Quand vous avez mal à la tête, vous dites tiens, je prends un paracétamol. Vous pouvez prendre de l'aspirine. Vous pouvez prendre, je ne sais pas, du tramadol.
Vous pouvez prendre de l'eau bénite, je ne sais pas. Tout ça fait que votre mal de tête va diminuer ou disparaître. Ces médicaments-là ne se ressemblent pas. Ces médicaments n'ont pas les mêmes effets secondaires. Le paracétamol, ça se passe bien. L'aspirine, ça peut donner de l'ulcère au niveau de l'estomac. L'eau bénite peut ne pas fonctionner, mais psychologiquement, je me sens bien. Donc, la chimiothérapie, c'est des médicaments qui cassent la cellule, qui détruisent la cellule. Le problème, c'est qu'elle ne fait pas la différence entre une cellule normale et une cellule anormale. Du coup, en détruisant la cellule anormale, elle peut détruire aussi des cellules normales et on peut avoir quelques effets secondaires, les cheveux qui tombent, un peu de nausée, des diarrhées ou autre chose. Sauf que je vous ai donné l'exemple de mal de tête pour vous dire que ce n'est pas parce que quelqu'un prend un médicament qu'on appelle la chimiothérapie que obligatoirement il va être malade. Obligatoirement, c'est la même chimio que le cousin ou la voisine. C'est des traitements différents. Et que chaque cancer, chaque maladie, chaque sous-type de cancer peut avoir un traitement différent qui fait que l'efficacité n'est pas la même et surtout les effets secondaires ne sont pas les mêmes. Toutes les chimios ne donnent pas de nausées, toutes les chimios ne font pas tomber les cheveux. D'ailleurs, même les chimios qui donnent des nausées, il y a des grades. Et je répète, je suis sûr à 1000% que tous les jours, dans votre marché, dans votre quotidien, vous croisez des gens avec des perruques. J'ai des malades chez qui je sais que les cheveux sont tombés, il n'y a pas le choix. Mais quand je vois les perruques actuellement, je dis, mais c'est pas possible, attendez, rassurez-moi, ça c'est une perruque. En fait, même moi, je tombe dans le piège. Et je répète, ce n'est pas parce que vous allez avoir une chimiothérapie que vous allez être malade. Beaucoup de patientes, et ça c'est véridique, se plaignent de prise de poids, pas à cause de la chimio, parce qu'en fait les patientes appréhendaient tellement d'avoir des nausées et qu'elles sont maintenant tellement contentes que ça se passe bien, qu'elles mangent, qu'elles profitent de la vie. Sous chimiothérapie, on peut boire un peu de l'alcool, même si tous les médecins disent non. Ce n'est pas contre-indiqué de mon point de vue à moi. Et que si sous chimiothérapie aussi, on peut faire une coloration des cheveux, même si beaucoup de médecins disent non. Il n'y a pas de preuve, c'est des mythes. Voilà. Alors, cancer du sein, je vous ai dit, vous avez votre cycle menstruel, vous avez les seins qui sont denses parce que les cellules tumorales, parce que le sein est sensible aux hormones. Et du coup, beaucoup de cancers du sein sont sensibles aussi aux hormones. C'est pour cela qu'on a besoin de savoir si les récepteurs hormonaux existent. Parce que aussi, dans le traitement du cancer du sein, pour diminuer le risque de récidive, on a des médicaments qui bloquent l'effet des hormones sur les cellules cancéreuses. Et du coup, ça participe aussi à diminuer le risque de récidive et à guérir les malades. Classiquement, c'est des comprimés. Alors, il y en a plusieurs types. Je ne rentre pas dans le détail. Classiquement, ça se résume à un comprimé par jour. Je ne vous cache pas que parfois, les malades supportent très bien la chimiothérapie, mais très peu l'hormonothérapie. Même si les gens pensent que c'est la chimio qui rend mal et que l'hormone, c'est un petit comprimé, c'est banal. Parfois, les malades supportent tellement bien la chimio, ou peut-être elles supportent tellement bien la chimiothérapie parce qu'elles disent c'est le moment ou jamais, la chimiothérapie elle est dure, il faut que je sois courageuse. Et une fois qu'on a terminé la chimiothérapie, il y a un petit relâche et du coup n'importe quel petit symptôme, les gens s'en plaignent. Mais en effet, c'est pas parce que c'est un petit comprimé par jour que c'est pas anodin. Tout le monde ne se plaint pas, mais il faut juste prendre un peu son temps pour voir un peu que c'est pas aussi anodin que ça. Je ne suis pas en train de dire que je suis pas en train de dire que l'hormono est méchante et la chimio elle est bonne, mais c'est juste pour vous dire que ce n'est pas parce que l'objectif des traitements c'est de guérir entre guillemets les malades et qu'il y a différents types de traitements en fonction du type. Parfois il y a tous ces traitements en même temps. Et voilà, il ne faut pas juste dire je veux ça, je veux pas ça. Il faut juste peut-être discuter, voir qu'est-ce qui est le mieux. Et parfois la guérison vient en passant par tous ces traitements-là. Thérapie ciblée, maintenant c'est à la mode. Le mot thérapie ciblée, il y a des cibles. Ça veut dire en gros, comme je vous ai dit, quand on trouve une cause, dans certains cas, on peut trouver la cause. Ça veut dire dans ce type de cancer, on a cette cause-là et que du coup, ciblons cette cause-là. Ça ne sert à rien de tourner autour. La première thérapie ciblée dans le monde, ça date il y a 30 ans. Ce n'est pas du cancer du sein, c'était une leucémie, c'est le cancer du sang. C'était une leucémie très catastrophique, les gens mouraient en 6 mois et que la seule chance de guérison théoriquement, c'est de faire une greffe de moelle avec beaucoup de mortalité et on passe des mois et des mois à l'hôpital. Et du coup, dans ce type de cancer, ils ont découvert que dans le petit creux au niveau du A, vous avez le petit cercle jaune
qui venaient se fixer dans cet endroit-là. Ils ont vu, tiens, pour la machine qui fabrique le cancer a besoin de ce petit cercle jaune. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué à droite quelque chose qui ressemble à ce cercle jaune, et ce point-là, et cette molécule-là vient se mettre à l'emplacement là où il devait le cercle jaune, et du coup la machine de cancérogénèse de cette cellule se bloque, et du coup c'était une transformation énorme, des taux de guérison énormes, tout ça avec 1 comprimé par jour. Dans le cancer du sein, on a le même exemple. Je vous ai parlé de HER2. HER2, il y a 30 ans, c'était quelque chose d'horrible. Des malades qui mouraient en quelques mois. C'est des cancers très agressifs qui sont sensibles à aucun traitement. Et avec le temps, ils ont découvert que tous ces gens-là, ils ont une substance sur la surface de la cellule qui s'appelle HER2. C'est cette substance qui est responsable de façon directe de leur cancer. Et du coup, depuis 30 ans, depuis 25 ans, il y a plusieurs médicaments qui bloquent cette substance qui s'appelle HER2. Et aujourd'hui, quand on a un cancer, même quand il est très agressif, du moment où il est HER2, on a tout de suite le sourire parce qu'on sait qu'on a beaucoup de médicaments efficaces et qu'il y a de fortes chances de guérison pour ces malades-là. Un autre exemple, je passe vite fait, pour les cancers du sein généralisés métastatiques. Il y a 10 ans, quand un malade a un cancer métastatique généralisé, on lui disait, et surtout quand il est généralisé dans tout le corps, au niveau du foie, des poumons, partout, on disait à la malade, écoutez, il y aura de la chimiothérapie avec tous les effets secondaires potentiels. Ils ont ciblé une cause aussi au niveau de cellules cancéreuses. Et aujourd'hui, on a des médicaments, des comprimés, 1, 2, 3 comprimés en fonction du médicament. Donc, une femme qui a un cancer du sein généralisé, même au niveau du foie, parce que tout le monde dit le foie c'est la fin, donc juste j'insiste sur ce point-là. Même quand on a un cancer où il y en a partout, ça peut se traiter avec 2 comprimés par jour. Les cheveux restent en place, pas de nausée, il n'y a aucun effet secondaire. Tout ça parce qu'on a ciblé des causes exactes. Et il y en a beaucoup de malades que vous croisez tous les jours, ils prennent ces médicaments-là et vous ne savez même pas. Anticorps conjugués, c'est le mot technique, oublié complètement. On va l'appeler plutôt cheval de Troie. Aujourd'hui, je vous ai dit que la chimiothérapie, c'est des médicaments qui va partout et cassent tout, les bonnes cellules et les mauvaises cellules. Ouais, on s'est posé la question, oui, mais à ce moment, pourquoi on n'est pas plus intelligent que le cancer? Et au lieu qu'on largue cette chimiothérapie partout dans le corps, pourquoi on ne l'achemine pas directement au sein de la cellule cancéreuse? Ce qui a été fait depuis quand même maintenant 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Selon chaque type de cancer, on essaie de trouver une substance particulière qui existe sur la surface de la cellule cancéreuse, qui n'existe pas sur les cellules normales. On fabrique un anticorps comme une squelette, si vous voulez. Sur cette squelette-là, si vous voyez l'image, vous avez une petite étoile en rouge. Et cette étoile-là, c'est la chimiothérapie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte le produit, c'est en injectable. Ce produit-là va se fixer grâce à cette squelette-là sur la cellule cancéreuse. Il rentre à l'intérieur de la cellule. Une fois qu'on est à l'intérieur de la cellule, la chimiothérapie, elle est larguée. Et du coup, la chimiothérapie elle fait son travail en détruisant la cellule cancéreuse et en évitant les cellules normales. On a beaucoup de médicaments actuellement disponibles, des résultats extraordinaires, des effets secondaires nettement moins faibles, moins toxiques que la chimiothérapie classique. Et donc, du coup, ça participe aussi à la guérison. Donc, juste pour dire que tous ces traitements-là, on les propose à des personnes qui ont des cancers métastatiques ou même des cancers qui sont localisés, qu'on considère qu'elles ont un risque élevé de récidive. Donc, ce n'est pas parce qu'on propose un traitement à quelqu'un qu'il faut qu'il y ait un refus. Croyez-moi, il y a beaucoup de guérisons passent par ces traitements-là et ce n'est pas parce qu'on prend un traitement qu'on va être forcément malade. Dernière chose, le mot immunothérapie. Maintenant aussi, c'est à la mode. On sait très bien que, comme je vous ai dit, qu'on a tous des cellules cancéreuses pendant qu'on parle et que pourquoi tout le monde ne fait pas de cancer? Parce que vous avez le système immunitaire qui est toujours en connexion avec les cellules cancéreuses et qui détruit les cellules cancéreuses à fur et à mesure. Parfois, ce qui se passe, la cellule cancéreuse, elle est maligne, elle essaie de bloquer le système immunitaire
d'une façon ou d'une autre. Et on a découvert des médicaments depuis à peu près 10 ans qui fait le lien, qui bloque le blocage de la cellule cancéreuse, qui fait que ça active le système immunitaire. Dans le cancer du sein, on l'utilise dans certains cas bien particuliers. Dans d'autres types de cancers où c'était des résultats catastrophiques avec les chimiothérapies classiques. Là, aujourd'hui, vous avez des cancers, que ce soit des poumons, que ce soit les mélanomes, les cancers de la peau ou d'autres types de cancers, où des gens, entre guillemets, sont déclarés guéris. Pourtant, ils avaient un cancer très généralisé. C'est tout ça grâce à l'évolution de la médecine. On a fait un traitement pendant 3 mois, on a fait un traitement pendant 1 an et demi, ou on a fait un traitement à vie parce que malheureusement le cancer est généralisé. Qu'est-ce qu'on fait après? Beaucoup de patientes chez qui on a traité pendant 1 an et demi, et je dis dernière consultation de chimiothérapie, écoutez, félicitations madame, on se voit maintenant dans 6 mois. Je dis, ah bon, dans 6 mois? Pourquoi dans 6 mois? Parce que les malades sentent un certain abandon. Donc, du coup, l'idée, c'est que quand on a un cancer du sein, puis beaucoup de cancers du sein sont aussi sous traitement hormonal, parce qu'on peut faire de la chimiothérapie, on peut faire une chirurgie qui peut durer 4 à 6 mois. Après, le traitement hormonal, comme je vous ai dit, c'est tous les jours pendant au moins 5 ans. Et du coup, on voit les patientes régulièrement pour plusieurs raisons. Un, les rassurer, comme quoi vous n'êtes pas seul dans la nature. Deuxièmement, les examiner et s'assurer que, pour être sûr qu'on ne détecte pas une certaine récidive ou une plainte particulière que la patiente sent et que ça peut être en faveur d'une récidive. Troisièmement, voir aussi est-ce qu'il y a des effets secondaires. Je dis toujours à mes malades, on prend l'exemple, le cancer le plus gentil entre guillemets. En gros, si vous prenez 100 patientes, il se peut juste avec la chirurgie, je donne juste des chiffres un peu approximatifs, il y a peut-être 85% des femmes seront guéries juste avec la chirurgie, sans faire des rayons, sans faire des hormones. Et que le fait peut-être qu'on fasse des hormones, peut-être il y a 5% des femmes qui sont guéries. Et que malheureusement, il en restera 10. Quoi qu'on fasse, un jour, ça va récidiver. Qui dit récidive ne dit pas forcément mort. Ça veut dire juste ça récidive. Et du coup, on n'est pas capable aujourd'hui de dire à une femme, oui, mais est-ce que vous faites partie des gens qui sont déjà guéris sans rien faire? Est-ce que des gens qui vont récidiver sans quoi qu'on fasse? Ou est-ce que vous pouvez être guéri par l'hormonothérapie, par exemple? Du coup, même l'hormonothérapie, où beaucoup de gens banalisent ce traitement, peuvent avoir des effets secondaires. Donc, du coup, il faut voir ces malades-là pour s'assurer c'est quoi leur qualité de vie, est-ce qu'il y a des effets secondaires, est-ce que ça vaut la peine de s'acharner pour faire ce traitement ou pas. C'est une discussion tout le temps avec les patientes. Je vous passe les discussions qui peuvent durer des heures avec les patientes jeunes de 30 ans qui ont fait leur cancer, qui ont payé ce qu'il y a à payer pour des traitements et qui ont envie de faire des enfants. Et que ça, c'est aussi très compliqué. Est-ce qu'on fait le traitement hormonal? Est-ce qu'on fait des enfants? Si ça récidive, est-ce qu'on va regretter ça? Donc tout ça, on a besoin de ça. Il y a aussi le suivi psychologique pour soutenir toutes ces patientes-là. Sachez une chose, que le suivi, classiquement, c'est juste une mammographie simple et un examen clinique. On ne fait pas des scanners, on ne fait pas des radios, on ne fait pas des échos. Je sais que beaucoup de médecins font ça. Il n'y a aucune étude qui a démontré qu'en faisant tous ces examens-là, sert à quelque chose. Si la récidive va venir, elle sera là. Et quand on va la détecter, on la détectera. Voilà, et donc du coup, faire des examens tous les 3 mois, des prises de sang tous les 3 mois, ne sert à rien. Avant-dernière diapo, promis. Quand on voit une patiente, on ne voit pas un dossier. Cette patiente, elle s'appelle Émilie, Josiane, Charlotte, tout ce que vous voulez. C'est un être humain, c'est une mère, c'est une sœur, c'est une fille, c'est une professionnelle. Et du coup, on essaie au maximum de traiter cette personne en tant que telle et non pas un dossier. C'est ce que je dis toujours à mes malades. Je traite un être humain, je ne traite pas un dossier. Et ce n'est pas seulement moi qui dis ça, c'est que beaucoup de gens, pas tous les médecins, pas 100%, mais la majorité des médecins essaient de faire ça. Donc du coup, pendant tout le traitement qui peut durer 3 mois, comme ça peut durer 1 an et demi, pendant tout le suivi qui peut durer 5 ans ou 10 ans, il y a des effets secondaires, il y a un impact psychologique, il y a du laisser-aller, il y a des couples qui se séparent parce que l'épouse n'a pas envie que son mari la voie avec un sein opéré, un sein reconstruit.
C'est pas facile, c'est pas anodin tout ce qui se passe. Donc du coup, il faut, pendant la durée du traitement et même après le traitement, on insiste beaucoup sur plusieurs choses. Donc tout ce qui est esthétique, dans presque maintenant tous les hôpitaux, en tout cas je parle dans les Monts d'Or, on a une socio-esthéticienne qui peut faire des maquillages, des choses comme ça, et que croyez-moi, ça change tout pour la psychologie des malades. On a des psychologues, des gens qui font de la sophrologie, des gens qui font de l'hypnose. Quand on a une crise de panique, on a besoin de se soit rassuré. Et que parfois l'hypnose peut être un grand outil pour ça. L'acupuncture, moi je ne croyais pas à l'acupuncture. Pour moi, c'est comme dans les films, les petites aiguilles et tout. Quelques malades ont fait des séances d'acupuncture, que ce soit pour les douleurs, la fatigue, les nausées. Il y a des malades qui sont transformées, elles ne sont pas guéries de leurs effets secondaires, mais quand même, elles me disent « je me sens mieux ». Et du coup, je crois de plus en plus. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas partout. Ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Tout dépend qui fait l'acupuncture. Est-ce qu'il est un médecin, pas médecin, comment on facture, voilà. Donc, ce n'est pas donné pour tout le monde. L'activité physique, c'est démontré dans le cancer du sein. Prendre du poids et rester nonchalant sans rien faire, c'est néfaste. Il faut garder une certaine activité physique. Le meilleur traitement pour la fatigue, c'est de bouger. Ça ne veut pas dire courir toute la journée. L'idée, c'est de dire rester toute la journée assise en train de se plaindre, c'est pas bien. Il faut faire ses courses, il faut sortir. Voilà, c'est la meilleure chose. C'est vraiment thérapeutique. C'est pas vraiment juste du blabla. L'assistance sociale et diététicienne, il ne faut pas prendre du poids. Voilà, il y a des conseils comment on peut mieux manger. Voilà. La kiné aussi, beaucoup de patientes peuvent se plaindre de douleurs là où ils ont été opérés. Ils ont du mal parfois à bouger leurs bras. Donc aussi la kiné fait du bien. Et la vie sexuelle où personne n'en parle parce que ce n'est pas bien de passer devant des malades. Quand j'ai des jeunes internes avec moi, ah bon, comment tu as osé parler à un patient de 30 ans, comment ça se passe avec son mari? Quand vous posez des questions, vous pouvez voir des misères. Des couples pendant 1 an, il n'y a aucune relation entre eux. Je dis toujours aux dames, écoutez madame, l'homme c'est un animal. Vous dites non un jour, 1 fois, 2 fois, 10 fois, à un moment il part ailleurs. Donc il faut discuter. Voilà, c'est pas facile. Donc du coup il y a des spécialistes, il y a des sexologues pour ça. Et voilà, et donc c'est quelque chose de très important, il ne faut pas banaliser les choses. Voilà, je t'ai mis juste une petite notion psychologique que j'adore et que les quelques patientes dans la salle connaissent très bien de moi. C'est pas agréable d'être malade. Même aller à l'hôpital visiter un voisin ou une voisine, c'est pas agréable. L'hôpital, c'est glauque. Donc du coup, quand on a une maladie grave comme le cancer, où le traitement peut durer de 3 mois à des années et des années, on peut peut-être passer par des moments très difficiles psychologiquement, et que j'essaie au max personnellement de dire aux malades, essayez de vivre et non pas survivre. Et essayez, voilà. Et donc, un des moyens, c'est de sourire, c'est de rigoler. On se raconte des blagues pendant la consultation. Les gens partent de la consultation en rigolant, en éclatant de rire. Pourtant, elles savent qu'elles ont un cancer. Et donc, je termine juste sur une citation que j'adore, c'est que l'humour, c'est comme les essuie-glaces, ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Voilà. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Dr Assaf, pour votre exposé à la fois précis, complet, didactique, mais également prospectif. Je pense maintenant qu'il va y avoir des questions, d'autant plus que, si j'ai bien compris, il y a un certain nombre de personnes dans la salle qui vous connaissent déjà. Donc, voilà, donc je laisse la parole à la salle. Si vous voulez lever la main pour les questions. Voilà, il y a 2 micros, donc... C'est bon. Ouais. Ça marche? Oui. Ah ben, il y a ce qu'il faut, voilà. Monsieur va passer le micro. Alors. Bon, ou bien vous avez tout compris, ou bien vous en avez marre, vous voulez rentrer chez vous. En tout cas, je vous connais, donc si vous ne posez pas des questions, je suis rancunier. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure de cancer qui peut être dans une même famille, mais qui n'est pas héréditaire. Est-ce qu'il est lié à des facteurs environnementaux, c'est-à-dire cette famille-là, elle a des habitudes alimentaires spécifiques, ils sont exposés à des produits chimiques spécifiques,
Est-ce que ça a un lien? C'est pas très clair en fait. C'est la nourriture. Quand vous voyez les livres, vous allez trouver beaucoup de choses, mais de façon directe, il n'y a pas une nourriture, il n'y a pas. C'est sûr que quand vous voyez dans les statistiques, l'alcool c'est pas bien, le tabac n'est pas bien. Enfin, tout ça c'est des choses classiques, mais il n'y a pas quelque chose spécifique pour le cancer du sein. Voilà, il est tellement voilà. La seule chose vraiment qui est liée de façon directe, c'est que quand on a quelqu'un de la famille qui a un cancer, ça augmente le risque. Et que quand vous avez été opéré de quelque chose qui n'est pas cancéreux, mais que peut-être on sent que votre sein, voilà, il est un peu particulier. Mais le reste, on dit aussi que si on a les règles très jeunes et qu'on a la ménopause très tard, ça augmente le risque. Mais tout ça, on ne peut pas maîtriser ça. Ce n'est pas parce qu'on a eu 40 ans ou 30 ans de règles qu'on va faire des cancers. Et quand on a une ménopause à 35 ans, on ne fait pas de cancer. Tout ça, c'est statistique. Mais à titre individuel, il n'y a pas quelque chose de clair. Deuxième question. L'hormonothérapie, est-ce qu'elle agit sur la prise du poids ou... L'hormonothérapie, oui, peut augmenter le poids. Ce n'est pas obligatoire, mais quelques patientes, oui, peuvent avoir du poids. Alors, on peut avoir 1 kg, 2 kg. Certaines patientes, malheureusement, peuvent avoir 10. Et en fait, oui, après, il ne faut pas... Alors, depuis que je fais l'oncologie, et le cancer du sein en particulier, j'ai remarqué beaucoup de choses. Il y a des patientes... je parle du cancer en général, pas le cancer du sein particulier. Il y a des personnes qui accusent le cancer, qui date depuis il y a 6 mois, 1 an, des soucis qu'ils ont depuis 20 ans. Depuis 20 ans, tout va bien, mais le cancer depuis 6 ans, c'est à cause du cancer. Donc, si on prend du poids, ça peut être à cause de l'hormone, ça peut parce qu'on ne bouge pas beaucoup, c'est parce qu'on mange beaucoup. Donc il y a beaucoup de choses, mais l'hormonothérapie en elle-même, oui, peut faire parfois 10 kilos, voilà, sans manger du fromage et même en faisant des exercices. Bonsoir, alors j'ai une question. Donc, je suis Monica Mamalet, donc je suis en récidive, donc j'ai eu un cancer du sein, donc avec le HER+, donc avec de l'herceptine. Je confirme la règle qu'effectivement j'ai pris 15 kilos avec l'hormonothérapie. Ce n'est pas dû à la chimio et au cancer en général. Moi j'avais une question, c'est au niveau de la mammo et échographie. Donc moi j'en ai jamais fait avant celle pour détecter mon cancer. Quelle est la règle qui est préconisée par la suite? Donc c'est tous les ans, c'est tous les 2 ans, 3 ans? En principe, on fait tous les ans. Une fois qu'on a un cancer, on fait tous les ans. Mammo-échographie. Et après, l'IRM mammaire, tout dépend de chaque cas. Est-ce qu'il y a une reconstruction mammaire ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Parfois, les radiologues, alors les radiologues sénologues, c'est ceux qui connaissent vraiment le sein et les cancers du sein. Parfois, c'est pour ça que moi j'aime bien par exemple travailler avec des gens qui ont l'expertise et que parfois même ils disent ouais, j'ai fait la mammo, j'ai un petit doute. Quand on dit doute, ça ne veut pas dire cancer. Ça veut dire juste on a vu quelque chose qu'on n'a pas vu avant. Et du coup, parfois on fait une IRM. Mais la règle, c'est de faire une mammographie tous les ans. Oui. Mais est-ce que vous confirmez que les mammos, il y a vraiment les rayons, c'est très néfaste qui peut provoquer d'autres récidives, d'autres cancers? Alors, ou c'est vraiment des dires pour pas que les femmes aillent faire des mammos tous les 6 mois en fait? Non, c'est pas démontré en fait la mammographie. Alors je suis pas radiologue, mais les doses des rayons sont tellement sous-dosées. Dans un monde théorique, ils ne sont pas censés déclencher un cancer. Après, le risque zéro n'existe pas. Oui. Mais si on fait ça, si on fait un dépistage à large spectre, c'est que c'est démontré qu'en effet, tous les ans ou tous les 2 ans, c'est des faibles doses. Voilà. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas faire des mammos tous les 3 mois. Alors, et moi, juste une petite remarque, je trouve qu'au niveau du post-après-cancer, il y a encore des choses à améliorer, puisque effectivement, les femmes, on se sent assez seules, avec nos kilos en trop, pas trop à l'écoute, malheureusement. Et voilà, ça, je pense qu'il y a des choses... Voilà. Vous avez complètement raison. En fait, je parle de Mondor, on essaie d'évoluer régulièrement, on essaie de faire des choses. Les patientes qui ont eu leur cancer, leur traitement il y a 3 ans, forcément, aujourd'hui, s'ils auraient fait leur cancer, on leur aurait proposé autre chose. Toute la diapo que j'ai faite avant, l'idée, c'est qu'on apprend tous les jours. Et que vous ne pouvez pas trouver des diététiciens tout le temps, vous ne pouvez pas trouver des kinés tout le temps. Déjà, il faut trouver des médecins traitants.
Là, aujourd'hui, sur la moitié des malades n'ont pas de médecin traitant. Il est parti à la retraite et je ne trouve pas d'autres. Donc, ce n'est pas facile de trouver toutes ces personnes-là. Donc, en effet, il y a beaucoup de choses à faire. Puis, il y a un peu de chance si, voilà, pour qu'on tombe sur la bonne personne aussi. Merci. Est-ce qu'il y a besoin de faire l'IRM s'il y a reconstruction mammaire? S'il y a eu reconstruction mammaire, est-ce qu'on est obligé de faire toute cette prévention de IRM, mammo et écho? Alors, si on a fait une reconstruction mammaire, c'est qu'il y a eu un cancer. Oui. Donc, forcément, il faut faire une mammographie annuelle. Parfois, en fonction de la reconstruction, tout dépend qu'est-ce qui est mis. Alors, parfois, parce que la mammographie ne voit pas. La mammographie et l'IRM sont complémentaires. Elles ne voient pas la même chose. Et du coup, quand vous avez une prothèse ou quand on vous a pris du gras par là ou un muscle derrière, parfois, de temps à autre, les mammographies ne sont pas très claires. On fait une IRM pour voir mieux les choses. Mais ce n'est pas obligatoire. La mammographie, elle est recommandée. L'IRM, c'est en fonction de plusieurs choses. Parce que moi, je pensais qu'en se faisant enlever les seins et reconstruire, eh ben, on était dispensé de tout ça. En enlevant le sein, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je pensais, moi j'ai un cancer du sein aussi, je pensais qu'en retirant la tumeur et en faisant l'ablation des 2 seins, plus la reconstruction après, j'étais dispensée de tout ça, de toute cette prévention après. Alors, quand on enlève les seins, sachez qu'on ne peut pas enlever 100% des cellules dans le sein. On enlève peut-être 99%, 98, 99. Il y a toujours une petite couche. Sinon, parce qu'on essaie de garder la peau, parce que vous avez le sein, vous coupez, il faut couvrir la peau. Donc, on couvre avec la peau du sein normal. Après, quand vous avez la peau qui est malade, il y a d'autres techniques. Donc, l'idée dans tous les cas, et puis vous avez aussi des cellules cancéreuses, des cellules du sein qui sont là au niveau de l'aisselle. Donc, on ne peut pas tout enlever, on ne voit pas toutes les cellules. Donc, forcément, il y a toujours un faible risque, mais pas le risque élevé comme avant. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais on n'est pas à l'abri d'une récidive, même 20 ans plus tard. Tout le monde ne récidive pas, heureusement. Mais si quelqu'un a une récidive 20 ans plus tard, ce n'est pas surprenant. C'est pour cela, en fait, par rapport à d'autres cancers, mais les malades vous disent « Oui, mais docteur, vous êtes sympa, vous rigolez, vous racontez des blagues, mais finalement, vous ne demandez aucun examen. » Oui, mais vous voulez qu'on fasse un scanner tous les combien de temps? Déjà, vous avez peur des rayons de la mammographie qui sont nettement sous-dosés par rapport au scanner. Si on voulait qu'on fasse un scanner tous les 3 mois pendant 20 ans, vous allez avoir le cancer induit par les rayons. Et le problème, c'est que dans certains types de cancers, découvrir une métastase à 1 cm, c'est mieux qu'on la découvre à 5 cm. Dans le cancer du sein, ça n'a pas été démontré jusqu'à maintenant que si on découvre la métastase à 1 cm, à 2 ou à 3, ça change quelque chose. Donc, voilà, il faut faire la balance bénéfice-risque entre... et puis, sachez une chose, c'est que nous tous, qu'on ait un cancer ou pas, allez faire un scanner maintenant, il y aura toujours des petites images. OK, on a trouvé une petite image, on sait pas c'est quoi. On fait un scanner dans 3 mois. Ah, je suis inquiète pendant 3 mois, je ne dors plus. Quand on est anxieux, parce qu'on a trouvé une image anormale, on ne dort plus, on ne mange plus, on est stressé, on s'engueule en couple, on s'engueule avec les enfants, on s'engueule avec le voisin, on fait un accident parce qu'on n'a pas fait attention. Il y a toute cette implication-là sur la vie quotidienne. Donc, pourquoi faire des examens si ça ne sert pas à grand-chose, à part peut-être créer un risque? Il y a même les IRM mammaires. Combien de fois on fait une IRM mammaire après une mammographie, on voit des images, ah oui, en effet, c'est pas anodin. Allons faire une biopsie. Alors, entre faire une IRM, docteur, j'ai fait mon IRM, on ne m'a pas donné le résultat. Le temps qu'on voit la malade, qu'on lui dit, finalement, madame, il y a une petite image suspecte. Peut-être il faut faire une biopsie. Allez, 1 semaine ou 2 pour faire la biopsie. Encore 1 semaine pour faire le résultat. Vous comptez 1 mois. Pendant 1 mois, vous ne dormez pas, et vous engueulez avec l'humanité entière. Finalement, rassurez-vous, madame, c'est rien. Donc, faire des examens pour faire des examens ne sert à rien. Même faire une prise de sang, s'il n'y a pas un objectif derrière, il n'y a pas d'intérêt. J'aurais voulu savoir pourquoi nous s'arrêtons à 74 ans de faire des mammographies. Y a-t-il encore des risques après ou pas? Faire des mammographies après 74 ans. Alors, le dépistage, il devait cibler une population. Donc, ils ont dit 74 ans. Vous savez, quand on a 74 ans aujourd'hui, on peut avoir une espérance de vie de 20 ans. Donc, quelqu'un qui est en bon état,
rien n'empêche de continuer la mammographie tous les 2 ans. Bien sûr, même à 90 ans. Vous savez, quand on a 90 ans en bon état, si on fait un cancer, sachez que vous allez être traité comme si vous aviez 50 ans. Ah, bien sûr. Tant qu'on respire, il y a un risque. Et je voulais justement poser cette question parce que je rebondis sur ce que vient de dire madame. Moi, j'en ai 72. Et donc, Vous faites 25. Oh, c'est gentil. Le reste, c'est des taxes. C'est ce que je dis à mes malades. Et donc, j'ai fait ma mammo tous les 2 ans. Bon, j'ai pas grand-chose et ça ne fait vraiment pas mal. C'est juste désagréable. Il ne faut pas arrêter de dire que la mammographie, ça fait mal. C'est gênant pendant 30 secondes et puis c'est tout. Et puis, de toute façon, bon. Alors, moi, je sais qu'au laboratoire, on me dit... Madame, vous vous tâtez bien, et puis s'il y a quelque chose, vous revenez. Donc, c'est ce que dit madame, ça sert à quelque chose, mais il faut aussi quelquefois se tâter pour voir si tout va bien, les ganglions, s'il y a un petit peu de jus on m'a expliqué que s'il y avait un peu de jus qui sortait du mamelon, il fallait tout de suite aller à l'hôpital, parce que c'était ça. On consulte, après, c'est pas parce qu'il y a une petite sécrétion que c'est obligatoire. Aller voir son gynécologue ou aller directement vous voir, par exemple. Donc... Alors moi, j'avais aussi une autre question, j'en profite, excusez-moi. Une personne qui n'est pas à risque, une femme, je parle d'une femme, bien sûr, elle perd son mari. J'ai entendu dire qu'il y avait souvent des cancers qui naissaient à cause de ça. Est-ce que c'est une obligation d'aller voir, enfin pas une obligation, mais est-ce que la femme doit aller voir son gynécologue ou aller voir un spécialiste au cas où? Alors, je comprends bien votre question. Non, ce n'est pas du tout obligatoire. D'ailleurs, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas logique. Mais l'idée, c'est que vous avez raison. Combien de fois, ce n'est pas la règle, mais combien de fois des gens nous disent j'ai eu un choc dans ma vie, j'ai perdu quelqu'un et que j'ai fait le cancer 6 mois plus tard. Ce n'est pas démontré que le stress déclenche des cancers. Après, est-ce qu'il y a un impact hormonal? Parce que qui dit stress dit qu'il y a beaucoup d'hormones dans le corps. Est-ce que pour cette personne-là, avec cette flambée d'hormones dans le corps, ça a déclenché quelque chose? On ne sait pas. Après, vous pouvez aussi, vous avez le cas de figure où, imaginons que le mari est décédé, parce que peut-être il était malade et qu'entre-temps, la malade ne s'est pas occupée d'elle, elle s'occupait de son mari, il est décédé, à un moment on dit, maintenant il faut que tu t'occupes de toi, on commence à se palper, on fait des examens, on trouve des choses. Ce n'est pas obligatoire parce que c'est lié au stress, c'est juste tout simplement, on a cherché, on a trouvé. Mais est-ce que le stress est anodin? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ce n'est pas démontré et ce n'est pas parce qu'on a un stress dans la vie qu'il faut aller consulter, non. J'ai encore une question. C'est payant. À quel moment on retire le PAC? Parce que moi, je l'ai encore. Et, alors, le PAC, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la chambre implantable. La chimiothérapie injectable peut se faire dans les veines, comme n'importe quelle prise de sang. Sauf que les chimiothérapies, à la longue, ça peut bousiller les vaisseaux. Du coup, on met un petit boîtier sous la peau. Il n'y a rien qui sort de la peau. Il y a juste une petite cicatrice. Et que l'infirmière, au lieu qu'elle pique dans le bras ici, elle pique dans la chambre implantable. Donc le PAC, ce qu'on appelle le PAC, ou la chambre implantable, il est dédié pour administrer la chimiothérapie. Donc dans un monde théorique, on peut enlever le PAC le lendemain de la dernière injection. Vous avez des médecins qui disent aux malades, laissez-le 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Ça existe. Théoriquement, une fois qu'on sait que la stratégie thérapeutique a terminé et qu'aujourd'hui on commence la phase de surveillance et que le PAC, on ne va plus l'utiliser, on peut l'enlever le lendemain. Mais les gens sont un peu superstitieux. Vous avez des médecins qui sont superstitieux. Il ne faut pas peut-être et tout ça. Je dis à mes malades, si par malheur ça récidive, on remet un autre. Mais c'est un corps étranger. Pourquoi vous voulez garder un corps étranger? Mais il y a des gens qui le gardent 10 ans. Oui, mais ça n'a aucun sens. Merci. Oui, excusez-moi. La chambre implantable, c'est un corps étranger. Alors, oui, le risque infectieux existe. C'est sûr que si on la manipule, il y a le risque qui est plus important que qu'on ne la manipule pas. Mais dans tous les cas, oui, tout à fait. Vous avez le risque infectieux, vous avez aussi le risque de faire des petits caillots de sang, parce que c'est un corps étranger, il est dans les vaisseaux. Vous pouvez faire des caillots de sang, et ça peut être aussi... Voilà, ce n'est pas une bonne chose. Donc, Puis je voulais poser une question par rapport à la mammographie.
Donc, il m'est arrivé qu'elle a recommencé plusieurs fois. Donc, est-ce que c'est une incidence plusieurs fois de se faire écraser le sein comme ça J'ai pas compris. Vous avez dû refaire la mammo Plusieurs fois, où elle a recommencé. dans la même journée? Oui. Non, il n'y a pas de risque de d'écraser le sein. Alors, il se peut que peut-être la technique n'a pas été bien faite, qu'elles ne l'ont pas bien vue. Parfois, vous faites la mammographie et que quand on voit les images, on ne voit pas tout le sein. Quand vous avez des gros seins, finalement, peut-être il faut mettre plus grosses plaques, je ne sais pas quoi, parce qu'on n'a pas vu tout le sein. Et du coup, d'ailleurs, un radiologue qui connaît bien son métier doit dire, écoutez, la mammographie n'est pas complète, il faut la refaire parce que je ne vois pas tout le sein. Ouais, c'est ce qu'elle a précisé. Et par contre, j'avais une autre question par rapport à l'esthétique. Le fait que nous, on met toujours souvent des soutiens-gorge avec des baleines. Est-ce que des fois, les soutiens-gorge ne sont pas adaptés ou non, ce n'est pas démontré. En fait, voilà, ce n'est pas démontré. Non, ça n'a aucun impact. Non. D'ailleurs, la pilule chez les personnes, chez les personnes non ménopausées n'a jamais augmenté le risque de cancer du sein. Donc, il ne faut jamais dire la pilule. Voilà. Ah oui, on entend beaucoup parler de ça. On sait, voilà, même chose soi-disant, ça augmente. Vous savez, les statistiques, les gens qui aiment les statistiques, ils ont démontré que quand on se jette d'un avion sans parachute, le risque de mourir est à 100%. Vous avez aussi des études scientifiques sérieuses ils ont commencé à piocher dans les études, ils ont mis tout ça dans l'ordinateur, ils ont découvert bêtement que si on se fait opérer, je ne sais pas, un lundi, un mercredi, il y a plus de risque de mourir qu'un jeudi ou vendredi. Est-ce que ça peut être lié au médecin peut-être? Mais l'idée, c'est qu'on peut dire aux statistiques tout ce qu'on veut. Voilà, si le déodorant augmente le risque 1 pour million, ok. Et alors, plutôt faire un cancer 1 pour million que de tomber dans les pommes parce qu'on sent mauvais. Alors moi, j'ai pas une question, mais j'ai une remarque à faire à l'auditoire. Donc, je suis Éléonore Cornevin, je suis kinésithérapeute et je suis spécialisée dans la prise en charge des femmes qui ont eu un cancer du sein. Et en fait, il existe 2 réseaux de kinés spécialisés dans le cancer du sein. Donc, ce sont des kinés qui sont formés à la prise en charge de ces femmes-là. Donc, il y a le réseau des kinés du sein et il y a aussi l'AKTL. Et c'est des réseaux que vous pouvez trouver sur Internet. AKTL. Et l'autre, c'est le réseau des kinés du sein. Voilà. Et donc, vous trouverez des kinés qui sont spécialisés et qui pourront vous prendre en charge de façon correcte et qui seront un vrai atout pour ces femmes. Je pense qu'il y en a plein dans l'Assemblée qui peuvent en témoigner. Et pour revenir à l'histoire du soutien-gorge, parce que moi je vois plein de patientes qui ont été opérées du sein et qui ont des soutiens-gorge qui ne sont pas adaptés. Il faut que votre soutien-gorge ne vous fasse pas de marque parce qu'il faut penser que le drainage du sein, on a souvent des œdèmes après l'opération. Il faut prendre vraiment des soutiens-gorge qui ne font pas de marque. Si votre soutien-gorge fait des marques, il n'est pas bien adapté. Et voilà. Donc voilà, c'était juste une petite remarque. Merci. Ah, il y avait une dame. C'est moi. Non, moi, c'est juste un témoignage. Donc, j'ai un cancer du sein avec des métastases osseuses détecté au mois de juillet. J'ai rencontré le docteur Assaf. Et en fait, moi, je fais tout, là. Je fais sophrologie, réflexoplantaire et acupuncture. Et surtout, j'ai des bouffées de chaleur, c'est absolument horrible. Et je fais de l'acupuncture depuis 3 semaines maintenant. Et je n'ai quasiment plus de ça aide bouffées beaucoup, de chaleur. Tout à fait. Non, je confirme. Beaucoup de maladies. Donc, je voulais faire ce témoignage. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en effet, il y a quelque chose. C'est hallucinant. Et moi, l'acupuncture... Alors, je ne sais pas si c'est tous les 3 mêlés, mais je pense quand même que c'est l'acupuncture. Moi, j'ai plus aucune... je touche du bois, aucun effet secondaire. Plus du tout. À part les bouffées de chaleur un tout petit peu, mais vraiment, c'est plus rien du tout. Voilà. Bonsoir.
Voilà, j'ai eu un cancer du sein droit. Et en fin de compte, pardon ? Et en fin de compte, j'avais pas du tout de grosseur. J'avais rien du tout. Et j'avais toujours le mamelon qui me brûlait ou alors le sein qui était chaud. C'est tout. J'avais pas de boule, j'avais rien du tout. 6 mois avant, j'ai fait une mammo, j'avais rien. Ensuite, on a fait biopsie et tout. Et en fin de compte, il y a 2 cancers qui sont sortis là. Donc, on m'a enlevé le mamelon, on m'a tout enlevé, l'auréole et tout ça. Et on m'a refait reconstitution immédiate quand on m'a opéré. Et ça se passe bien. Mais tout ce que j'ai peur, c'est d'avoir une récidive. Voilà, vous le savez, hein, je n'endors pas la nuit. Hein. Je n'endors pas la nuit. Mais pourquoi on pense à la récidive où le risque il est très très faible et on ne pense pas au fait qu'on est guéri et qu'on va profiter de la vie? J'y arrive pas. Je pleure tout le temps, j'y arrive pas. On nous dit bien souvent qu'il ne faut jamais mettre le mot guérir quand on a eu un cancer. Hein. On est en rémission, mais guérison, c'est pas très. On nous interdit de le dire. Hein. En fait, on ne dit jamais une guérison parce que tout simplement, on n'est pas des dieux et qu'on ne peut pas. Un médecin qui promet à son malade que ce soit un cancer ou autre chose, qu'il a guéri et que tout va très bien et qu'il va devenir éternel, c'est un menteur. Et que si le malade le croit, c'est le problème du malade. L'idée, c'est que, non, je parle du mot éternel. L'idée, c'est on utilise toujours le mot rémission complète. La guérison, c'est une histoire de temps. Quand on est à 20 ans, 30 ans d'un cancer, oui, on est guéri. Mais en fait, aujourd'hui, parmi nous tous, peut-être qu'il y en a la majorité qui n'ont pas de cancer. Mais qui nous dit aujourd'hui qu'il n'y en a pas un cancer au fond de nous-mêmes et qu'on n'a pas l'étiquette cancer? En fait, l'idée, c'est personne n'est à l'abri de quelque chose, mais ce qui est sûr, c'est que quand les malades me disent oui, est-ce que je vais mourir, docteur? Oui, la réponse est claire, oui, on va tous mourir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quoi la première cause de décès au monde? Non, c'est la naissance. Du moment où on va naître, on va mourir. Donc voilà, l'idée, c'est essayons de profiter au maximum. Faire un cancer, faire une maladie, c'est pas anodin, ça laisse des marques, quoi qu'on dise. Mais une fois qu'on a passé ce moment difficile avec l'aide si on a de la chance d'être entouré avec tout ce qu'on propose aux malades et tout, puis bien sûr ça demande une force de caractère aussi. Au contraire, quelqu'un qui passe par un moment difficile, par une maladie pareille, peut-être ça lui donne le courage de dire tiens, même si je vais vivre 5 ans, mais je vais les vivre à fond plutôt d'aller se plaindre tout le temps. Et la pire chose, c'est le gâchis. C'est de dire ça fait 10 ans que je fais mon cancer, mais pendant 10 ans, j'ai rien fait. J'ai passé mon temps à me plaindre. C'est dommage. Et d'ailleurs, c'est comme, voilà, j'essaie d'harceler les malades dans ce sens-là. Pardonnez-moi, mais parfois, il faut botter le cul de quelqu'un. Voilà, c'est que si jamais il n'a pas envie de bouger, bah voilà, ou bien tu vis tout seul, je m'en fous, ou sinon tu vis avec moi et il faut que tu le bouges. Et puis on a la chance d'être en France, on a tous les remboursements. Je pense qu'avec mon accent, vous savez que je ne suis pas descendant de Vergès-Sétorix et que j'adore voyager. Et que je peux vous dire une chose, indépendamment déjà de la médecine, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre en France. Il y a beaucoup de soucis. On ne va pas les citer parce qu'on ne cite pas les côtés positifs. Et au niveau médical, il n'y a pas un système au monde, dans un autre pays que la France, où ça nous permet d'être traités et on ne paye pas un centime. Vous demandez aux Anglais, les Anglais qui ont de l'argent viennent se faire traiter en France, que là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je ne vous parle pas des autres pays européens où on dit à la malade, bah, écoutez, mais partez, vous avez un très beau pays, partez là-bas, passez 2 mois d'été, faites le traitement là-bas, pourquoi pas? Non, docteur, si je tombe malade, il n'y a pas de médecin là-bas, je ne fais pas confiance. Donc, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. On est privé d'un aucun médicament. Et puis même la vie déjà en France, voilà, je suis très chauvin. C'est un très beau pays et le système médical, il est extraordinaire. Mais voilà, pourvu que ça dure. Il n'y a pas un pays au monde où on paye le taxi pour les malades pour se faire traiter. Ah oui. Ouais. J'avais une question, docteur, excusez-moi. Souvent, on a des douleurs au sein, donc on ne sait pas si c'est... Un cancer ne fait jamais mal. D'accord. Un cancer, pour qu'il fasse mal, c'est que c'est un cancer qui s'est laissé aller, qui a transformé le sein, qui a creusé des trous dans le sein. Mais quelqu'un qui dit « j'ai mal un peu au sein de temps à autre », ce n'est pas du cancer. C'est tout sauf le cancer. D'accord. Merci, docteur. Je
voulais revenir un petit peu sur la médecine, sur l'acupuncture. Et comment se soignent les Chinois avec leur médecine? Est-ce que vous avez des échos? Est-ce que l'acupuncture peut jouer un rôle sur... Ça, moi, je ne sais pas. Non, Je sais que l'acupuncture aide contre peut-être les symptômes, mais est-ce que ça aide contre le cancer? Aucune idée. Comme on dit toujours que la médecine chinoise est aussi performante d'une autre façon, peut-être, mais elle a peut-être. Je ne pense pas qu'elle a un impact sur le cancer en lui-même. Elle a des limites. Elle a des limites, oui. Bien, s'il y a encore une ou deux questions avant de libérer le docteur Assaf. Comment on peut expliquer à l'infodème 30 ans après avoir eu un problème? Enfin, 30 ans après, c'est un peu long en fait. L'idée, c'est que le lymphodème, c'est que quand vous enlève les ganglions, c'est comme si vous êtes sur une autoroute, on vous ferme les aires de repos et du coup, il y a un bouchon. C'est vrai que faire un lymphodème 30 ans après, est-ce que c'est vraiment lié à la chirurgie du cancer il y a 30 ans? Est-ce qu'il y a une autre raison? Moi, je pense plutôt à une autre raison qu'à une chirurgie qui date il y a 30 ans. En tout cas, il faut être sûr qu'il n'y a pas d'autre raison. Mais à l'époque, on retirait beaucoup de ganglions. Hein. Tout à fait. Mais l'idée, c'est que parce qu'on retirait beaucoup de ganglions, que beaucoup de lymphodèmes apparaissaient, Madame la kiné sait mieux que moi, ça apparaissait rapidement. Mais un lymphodème qui apparaît 30 ans après, pour moi, je cherche une autre cause que la chirurgie qui a été faite. Il y a forcément autre cause. Quoi? Je ne sais pas. Enfin, on peut penser à plusieurs choses. Comment on peut trouver? Il faut trouver déjà un médecin et puis consulter. Non, mais j'en ai il faut qu'on soit plusieurs. sûr. Est-ce qu'il n'y a pas une masse qui comprime? Est-ce qu'il n'y a pas un petit caillot de sang? Il y a plusieurs choses en fait. Mais il faut pas. Un lymphodème qui apparaît dans l'année, peut-être à la limite qui apparaît tout doucement, oui. Mais 30 ans après, il faut vraiment voir autre chose. J'ai passé plein d'examens. Hein. Alors, parfois, j'ai des malades aussi qui ont un cancer, qui ont un lymphodème. En effet, on fait tous les examens du monde, on ne trouve rien. Pas seulement au niveau du bras, parfois même au niveau de la jambe. Vous avez raison, c'est quoi l'explication? On ne sait pas. Mais je ne suis pas sûr que c'est lié à la chirurgie du sein. Merci. De rien. Bien, encore une dernière question? Non? Hélène? Ah, encore la toute dernière, allez. C'est juste un hommage au docteur, parce que moi je viens de hier, exprès pour venir écouter votre conférence, et je ne suis pas soignée par vous, mais Enfin, merci déjà d'être venue. Mais madame n'est pas soignée par moi, parce qu'elle a trouvé un plus jeune médecin, plus beau, plus musclé, pour s'occuper d'elle. Mais voilà. Mais je me rappelle très bien que pendant la seule heure qu'on a passée ensemble, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce qui est dit en consultation, on consulte. Mais je peux vous dire que c'était la première fois que je la vois. Je ne vais pas parler de son cancer en particulier. Mais pendant l'heure, s'il y a des gens qui sont rentrés en consultation, ils ont dit ils regardent plutôt un spectacle que parler de cancer. Voilà. Je m'arrête là parce que c'était une consultation. J'apprécie. Merci beaucoup. Bien. Comment vous avez su qu'il y a à Saint-Maur? Ok. La diffusion se... Bien, merci. Donc, il nous reste à remercier très vivement le docteur Assaf pour son exposé. Merci à vous. D'avoir répondu à toutes les questions que vous avez posées. Je vous rappelle donc qu'on est dans Octobre Rose, qu'il y a d'autres manifestations. Donc, vous êtes invité également Merci. si vous voulez venir. Et voilà. Non, je préfère dormir et manger. Vous savez, moi, je conseille aux gens de faire de l'exercice, mais... Voilà, merci encore d'être venu jusqu'à Saint-Maur et je vous donne rendez-vous à la prochaine conférence dans quelques mois. Merci.